Alors, c'est bon. Le cours d'aujourd'hui, donc c'est sur les peurs. On va voir comment ne plus avoir peur des peurs. Alors, vous allez me dire, c'est impossible. Notre vie, elle est accompagnée de peurs du matin au soir. La peur de la parnassa, la peur des maladies, la peur du Shalom Bayit, les enfants, comment on va les éduquer, est-ce qu'ils vont être dans la bonne école, est-ce qu'ils vont être en bonne santé, est-ce que ci, est-ce que ça, etc. Le massacre Nassa, la police, les attentats, la guerre, l'Iran, la bombe atomique, la Corée du Nord, les machins, etc. Notre vie, elle est accompagnée de peurs. Les chiens dans la rue, les machins, les ascenseurs, les avions, je sais pas, le vide. Chacun, il a ses phobies, ses peurs, etc. Est-ce qu'il y a un moyen. Le Inara, ouais. La peur de l'Inara. Ça, c'est dans le top 3, celui-là, je pense. Bref. Donc, comment c'est possible de pouvoir neutraliser ces peurs? Est-ce qu'il y a une technique comme ça? Est-ce que la Torah elle nous parle d'une chose qui peut neutraliser les peurs? Alors, on va pas parler au niveau Emouna. Emouna, que tout vient d'Hachem, Hachem il a décidé comme ça, etc. Ça, c'est pas pour nous, ça. Ça, peut-être, c'est pour Rabbi Akiva et ses amis. Peut-être qu'effectivement, ils sont arrivés à ce niveau-là. Ils n'ont plus peur de rien, etc. Mais nous, on n'est pas là, on est loin de ça. On ne parle pas de plus avoir peur. Par contre, il y a une technique pour pouvoir neutraliser la peur. C'est à quoi neutraliser la peur? Ça va d'arriver à un niveau où elle ne fait plus le même effet qu'avant. Et ça, aujourd'hui, dans ce cours, on va essayer, écoutez bien, de pouvoir apprendre une technique comment neutraliser ces peurs. C'est-à-dire qu'ici, on peut ressortir de ce cours-là avec un trésor qui vaut que des gens ils seraient prêts à payer $1 million pour l'avoir. Si tu dis à une personne, je te donne quelque chose qui va te neutraliser tes peurs, est-ce que tu es prêt à mettre $1 million? J'en suis sûr qu'il y aurait pas mal de personnes qui s'inscriraient sur la liste, parce que c'est qui c'est qui a pas envie de contrôler ses peurs, etc. Tout le monde a envie d'arriver à prendre le contrôle de ses sentiments et de ne pas être victime de ses peurs, etc. Donc, on va prendre aujourd'hui comment un peu ça marche la psychologie comment s'appelle, du cerveau et de la neshama. Vous allez voir comment ça marche dans le cerveau, pourquoi Hachem il a fait ça, et quand on va comprendre comment ça marche, vous allez voir que ça va prendre une autre tournure. Vraiment une autre tournure, et vous allez avoir entre les mains quelque chose qui vaut très cher. Donc je vais vous apprendre un peu ce que, dans ma formation de psychothérapeute, je vis des peurs dans ce que je fais tous les jours, etc., avec les gens. Et donc, j'analyse ça. Maintenant, l'avantage, c'est que selon la Torah, on sait pourquoi Hachem fait ça. Et donc, automatiquement, il y a beaucoup plus de portée. Donc, comment ça marche? Comment ça marche? On va essayer maintenant d'analyser. Concentrez-vous. C'est pas dur il y a 2-3. Je vais vous faire ce que des psychologues, ils ont arrivé à des années et des années d'études, de conclusions, etc. On va le faire en 3-4 phrases, en 3-4 explications, 3-4 introductions, et après, on va essayer de construire. Donc, concentrez-vous, c'est pas dur, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. D'abord, comment ça marche, le nefesh d'un homme, l'esprit humain, comment ça marche? Alors, il faut savoir un truc. Est-ce que, on va dire que c'est les pensées, c'est parce que j'ai pensé à quelque chose. Est-ce que la pensée, elle amène le sentiment, ou parce que j'ai un mauvais sentiment, alors j'ai des mauvaises pensées? Est-ce qu'on va dire, je répète, que parce que j'ai une mauvaise pensée, donc ça va engendrer un mauvais sentiment, ou l'inverse? Parce que je me sens pas bien, donc automatiquement j'ai des mauvaises pensées. Tu te sens pas bien que les deux? Ouais, parce que je suis pas bien, alors. Alors, les psychologues, ils sont en marloquette. C'est une marloquette d'Aharonim chez les psychologues, ok. Mais la majorité des psychologues, ils disent que c'est la pensée qui entraîne le sentiment. C'est-à-dire, quelqu'un, il pense mal, je vous explique comment ça marche, ça va engendrer un mauvais sentiment. Maintenant, selon la Torah, on sait très bien que c'est ça la bonne réponse. Pourquoi? D'où on apprend ça? Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Akiva et ses amis qui marchaient là-bas sur les ruines à Yerushalayim. Et là-bas, ils ont vu les ruines du temple, les ruines du deuxième Beth Amikdash qui a été détruit par les Romains. Et ils ont vu sortir du Beth Kodashim, du Saint des Saints, un renard. Tout le monde connaît cette histoire, Kavdalet Amoudbet, là-bas dans Makot. Elle dit comme ça l'histoire. Donc, ils ont vu un renard sortir du Kodesh à Kodashim et ils ont commencé à pleurer, les Chachamim. Rabbi Akiva, il commence à rigoler. Alors, il dit, Rabbeinu, Akiva, pourquoi tu rigoles? Il dit, c'est vous, dites-moi pourquoi vous pleurez. Il dit, quoi? Pourquoi on pleure? Un étranger, s'il rentrait dans le Kodesh à Kodashim, pour le jour de Yom Kippourim, il avait une mauvaise pensée. Non, même pas, il a une mauvaise pensée. Il mourait. Quelqu'un qui n'était pas Kohen Gadol, qui est rentré dans le Kodesh et Kodashim, tellement que l'endroit était Kadosh, il mourait de la puissance de la Gdusha qu'il y avait là-bas, de la sainteté.
Le Kohen Gadol à Yom Kippour, c'était le seul qui était autorisé à rentrer. Là-bas, il rentrait avec une chaîne parce que s'il avait une mauvaise pensée, il mourait. C'était même pas une mauvaise pensée, même une pensée neutre qui n'était pas en rapport avec Yom Kippour. Il mourait. Et là-bas, comment tu le retires? Tu ne peux pas rentrer pour le retirer. Tu le tirais par la chaîne. Donc, il dit maintenant, il y a quoi? Un renard qui sort de cet endroit-là, Kodesh HaKodashim, où Akadosh Baruch Hu, il se trouvait là-bas, la Shrina Kdosha, etc. Maintenant, un animal impur qui sort de là-bas, qui se balade comme s'il en était. On ne va pas pleurer. Regarde dans quel état l'homme Israël il est. Dans les ruines du Kodesh HaKodashim, des animaux impurs, ils se promènent, etc. Regarde comment l'homme Israël il est bafoué. Rabbi Akiva, il dit, moi, c'est pour ça que je rigole. Il dit, pourquoi tu rigoles? Il dit, parce qu'il y a une névoie et une prophétie qui dit que le Beth Amikdash, il va être détruit. Maintenant que cette prophétie, elle a été réalisée, donc je sais qu'il y a l'autre prophétie qui dit que le troisième Beth Amikdash, il va être construit à l'éternité, qui va se réaliser. Donc maintenant que les prophéties, je vois qu'elles se réalisent. Donc moi, je ne vois pas le mauvais côté dans l'affaire, je vois le bon côté, le verre à moitié rempli, que, ok, on a passé, ça veut dire qu'on est sur la dernière ligne droite pour le troisième Beth Amikdash. Moi, je ne vois pas la destruction, je vois la future reconstruction du Beth Amikdash. Ok, donc maintenant, l'un, il a une pensée optimiste qui crée un fou rire. Il commence à rigoler. Il voit quoi? Il voit au Hachem, troisième Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il va régner, Bezrat Hashem. Regardez comment on est descendu très bas, on va monter très haut. C'est ça ce qu'il voit, lui. Il voit maintenant l'évolution du Ham Israël. Les autres, ils ont une pensée où regarde dans quel état on est. Donc, cette pensée-là, elle engendre quel sentiment? Des pleurs. Donc, vous voyez ici, l'interprétation de la situation donnée, elle crée un sentiment X ou Y. Des fois, l'un à l'opposé de l'autre. C'est bon? Regardez, je vais vous faire un exemple. Je vous avais déjà raconté cet exemple. Regardez comment cet exemple, il est magnifique. Quelqu'un qui, il passe comment ça s'appelle? Un rayon d'avoda, un entretien d'embauche. Ok. Ouais. Hyper important. Ça fait des mois et des mois qu'il postule, il envoie le CV, il essaie de faire jouer ses liens et tout. Il se retrouve devant le grand patron. Maintenant, c'est des gros salaires, c'est une entreprise qui est dedans, c'est des contrats intéressants, etc. Et il arrive devant le patron et il commence à poser des questions, etc. Il répond. Et d'un coup, à la fin de l'entretien, le patron il commence à s'énerver contre lui. N'importe quoi, monsieur, écoutez, sortez d'ici. Il commence à le crier dessus, un truc, machin, etc. Et l'autre, il ressort, première impression, il est pas bien, quoi. Je vois les gens là-bas, qu'est-ce qui se passe et tout. Je sais pas, il m'a crié dessus. À la fin, il a pété un câble. Je sais pas, il a mis ses nerfs sur moi, quoi. Maintenant, selon l'interprétation que je vais lui donner, regardez la réaction, comment elle va être différente. Tout de suite, lui, il s'est dit quoi? C'est mort. Il m'a crié dessus. Ça veut dire qu'il n'est pas content de moi. Je vais pas t'accepter. Donc, première impression, l'interprétation qu'il a, elle va engendrer la tristesse, la déception. On est d'accord? Maintenant, si je lui dis, écoute, ne t'inquiète pas, s'il s'énerve, c'est pas par rapport à toi, c'est quelqu'un de très nerveux. Ça veut rien dire. Il s'énerve tout le temps, en plein milieu. Là, il vient de penser à quelque chose, il est rentré dans une crise, etc. Ça n'a aucun lien avec toi. Donc, ça engendre quoi? Moi, je me dis, tout n'est pas perdu. Ça va engendrer un sentiment neutre, on va dire. Maintenant, si je viens, voilà, bon, peut-être qu'il s'est énervé vraiment pour moi. J'ai fait une mauvaise prestation. Peut-être qu'aucun rapport, il a pensé à quelqu'un qui l'a énervé, à un truc, il a vu un mail, il a reçu un mail qui n'était pas bon, etc. Il s'est énervé. Ça ne veut pas dire forcément que je ne suis pas accepté. Voilà. Troisième interprétation. Si maintenant je lui dis, écoute, il s'est énervé, sache un truc. Quand il s'énerve, ça veut dire que tu es arrivé au dernier niveau. Maintenant, il veut voir comment tu te comportes dans une situation de pression. Sous pression, il veut voir comment tu te comportes. Donc, si tu as crié dessus, ça veut dire que tu es arrivé au dernier niveau et il voulait voir comment tu as réagi. Comment tu as réagi là-bas? Il dit non, moi, j'ai rien de spécial. Moi, j'ai continué à répondre. J'étais un petit peu déçu, mais j'ai gardé la pêche, quoi. Que tu veux que je fasse? Donc, c'est-à-dire comment je vais réagir maintenant? Comment il va réagir? Il va avoir de la simra parce qu'il sait qu'il va peut-être être reçu parce qu'il arrive au dernier niveau. Il arrive au niveau de test sous pression. Regardez, 3 interprétations différentes. Elles engendrent, premièrement, la tristesse, déprime, déception. Deuxièmement, un sentiment neutre. Troisièmement, la simra, la joie, l'espoir, etc. Donc, vous voyez que l'interprétation, la pensée que j'ai, comment j'interprète la situation, ça engendre un tout autre sentiment. D'une extrémité à l'autre. Ça peut être, comme on a vu pour Rabbi Akiva, un fou rire, ou ses amis Chachamim qui ont pleuré. L'interprétation, elle nous donne le sentiment.
Ok, ça, c'est une règle de base dans la psychologie. Ok, l'interprétation, la pensée, elle crée le sentiment. D'accord? Très bien. Gardez ça en tête. Vous allez voir comment ça marche. Ça, c'est comme ça que ça marche l'esprit humain. Maintenant, si j'arrive à changer mon interprétation, vous allez voir que je peux arriver à un autre sentiment. Maintenant, la peur, qu'est-ce que ça évoque chez une personne? Ça évoque un mauvais sentiment ou un bon sentiment? Un mauvais sentiment. Je dis, quelqu'un, qu'est-ce que t'as? Je le vois, il n'est pas bien, il a peur. C'est ce sentiment, on peut le passer dans la catégorie des bons ou des mauvais sentiments. Va dire que c'est des mauvais sentiments. Pourquoi? Parce qu'on a une mauvaise interprétation de ce que c'est les peurs. Si on arrive à expliquer c'est quoi les peurs selon la Torah, vous allez voir comment on va avoir une toute autre interprétation. Donc la question, elle est, c'est quoi une peur? Et à quoi ça sert? C'est pas la communauté. Hein? C'est pas la communauté. Non. Pourquoi Hachem, il a créé un système où l'homme, il a peur? Pour le réveiller. Voilà, premièrement, on peut dire pour le réveiller. Pour le réveiller un peu. Mais bon, ce sentiment-là, c'est-à-dire, quand quelqu'un il a peur, quelles sont les réactions? Pour se reprendre. Ouais, ça c'est la peur plus de façon générale. Il tremble. Maintenant, imaginez, voilà, le mec, il a peur d'un chien. Il voit, il y a un chien, il a peur des chiens, il va le voir arriver vers lui, le chien. Comment il va réagir? Il va commencer à trembler. Il va transpirer. Le cœur qui bat à fond. Il va devenir pâle. Il va avoir froid, sueur froide comme ça. Quoi encore? On parle à Hachem. La 1. On parle à Hachem. Si on a peur, faut qu'on parle à Hachem. Attends, tu vas voir, c'est beaucoup plus profond que ça. Quoi encore? Quels sont les sentiments? Il va arriver à un niveau où il n'a plus le contrôle de lui-même. Il voit que ça prend le dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le nian? Comment ça se fait qu'un mec, regardez dans quel état il est? Quelqu'un, il doit parler devant un public, il ne se sent pas bien. Il a froid, il tremble, il a son cœur qui bat vite. Je peux pas. Mais attends, mais tout le monde t'attend là. Je peux pas. Le mec, il doit monter dans un ascenseur, dans un avion. Il a une phobie. Il peut pas. Le mec, il est en train de tenir les trucs de l'avion comme si ça va le sauver. Il attrape la chaise. Comme si ça... Et il a peur. L'ascenseur, peut-être que ce soit il va tomber. Il voit un chien dans la rue. Il est incontrôlable. Le mec, on peut rien faire. Tu peux pas lui dire calme-toi, tout va bien, etc. C'est fini. Son cœur, il bat. Il n'y a rien à faire. Pourquoi Hachem, il a fait que l'homme, il réagit comme ça? On parle pas maintenant. Ok, il va peut-être faire tchouva, etc. Mais regarde dans quel état il est, le pauvre. Hachem, il a mis en l'air. Il a créé le corps humain où son système, il le met en l'air. Il le met complètement hors de contrôle. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Alors, je vais vous dire. Hachem, il a créé un système chez l'homme qui va l'aider à devenir un super-héros. C'est-à-dire, pourquoi Hachem, il a fait tout ça? Pour qu'une personne elle puisse se défendre ou fuir. Si maintenant, demain, le mec, il est dans une terrasse de café et il entend crier « Allah Akbar », il voit un arabe comme ça avec une mitraillette. Maintenant, tout le monde est d'accord qu'il va commencer à avoir peur. Celui qui n'a pas peur, c'est qu'il est fou. Ça dépend, l'adrénaline, des fois, ça dépend. Si tu vois un mec devant toi avec une mitraillette, la première réaction, je connais personne qui ne va pas avoir peur. L'adrénaline aussi. C'est quoi l'adrénaline? C'est ce qu'on a expliqué. Tout ce qui engendre ces effets secondaires, d'avoir le cœur qui palpite, d'avoir froid, d'être pâle, de trembler, etc., de transpirer, etc. Pourquoi il va avoir tout ça? Ça va l'aider à fuir ou à combattre. Regardez. Maintenant, lui, il doit réagir. Soit il doit se battre contre cet arabe, il a un couteau, il doit se battre, il doit se confronter à lui. Soit il doit prendre ses jambes à son cou et courir le plus rapidement possible pour éviter des balles ou un danger quelconque. Maintenant, pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé un système chez l'homme qui va lui permettre de se défendre ou de fuir. C'est-à-dire, si une personne elle commence à courir ou à se battre, le cœur il va commencer à entrer en action. La température du corps elle va augmenter. Quand vous faites du sport, on a chaud. Quelqu'un il commence à faire des exercices, il a chaud. Maintenant, vous savez qu'au bout de 42-43 degrés, le corps il lâche. Maintenant, pour ça, le corps il a déployé un système de défense. C'est quoi? Il va réduire la température du corps. C'est pour ça qu'on a froid quand on a peur. Pour que si jamais je dois me battre, j'ai de la marge pour arriver jusqu'à 42-43 degrés. Si je suis en activité, j'ai de la marge. Comment on transpire si on a froid? Alors non. Pourquoi on transpire? Parce que vous savez que la transpiration, c'est un masgan, c'est un air conditionné naturel. Quand je te mets de l'eau sur toi, sur ton visage, quand tu traces le visage, tu as plus froid que chaud. Pourquoi? Parce que l'eau elle-même, elle te descend la température du corps. Elle est un peu plus froide. Donc maintenant, quand tu transpires, automatiquement, ça te descend ta température. Donc non seulement le corps il descend la température, mais en plus, il y a un système automatique d'eau qui va te rafraîchir. Donc ça va descendre encore plus la température. Pourquoi? Si tu dois courir, et tu peux courir beaucoup plus que si tu n'avais pas ce système-là. Mais pourquoi le cœur il palpite?
Parce que, imaginez-vous maintenant, tu dois arriver à être en activité, tu n'as pas le temps de t'échauffer. Allez, vas-y, 2 tours de terrain. Il y a un terroriste qui arrive, on n'a pas le temps de s'échauffer. Il faut que tout de suite ton cœur il soit en activité. Donc, comment on fait? Le corps, il déploie un système avec par le biais de l'adrénaline, etc., où ton cœur, il part directement à 100 à l'heure. Comme ça, si tu dois être en activité, tu es directement chaud. Comme une voiture, elle n'a pas besoin de s'échauffer. Imaginez-vous, une voiture, le moteur, il est déjà chaud. Pas besoin de l'échauffer. Tu démarres, boum, tu peux directement rouler à 100 km. Imaginez-vous, le corps, il a cette capacité. Maintenant, pourquoi on n'est pas là? Pourquoi on panique? Le mec, il est blanc comme ça. En plein milieu, il a peur, il est blanc. Pourquoi? Parce que si jamais il est blessé, le sang, il rentre à l'intérieur. Comme ça, si jamais il est blessé, il y a beaucoup moins de perte de sang. Vous voyez comment c'est intelligent? Et s'il y a moins de perte de sang, automatiquement, il peut sauver sa vie. Le sang, il rentre à l'intérieur. C'est pour ça que la personne, elle devient blanc. Quand le sang, il rentre. Quoi? Qu'est-ce que la question? Ça change pas qu'il rentre à l'intérieur ou pas. Parce que s'il est blessé, s'il reçoit un coup, et ben, comme le sang, il s'est concentré à l'intérieur, il y aura beaucoup moins de perte de sang que si le sang, il est en surface. Je croyais que non, quoi. Ah non, pas du tout. Maintenant, le cœur, il palpite. Pourquoi qu'est-ce qu'on a encore? Les tremblements. Pourquoi il y a des tremblements? Pareil, pour que les membres, ils sont directement en activité pour pouvoir être prêts à l'acte. C'est-à-dire, en fait, maintenant, la peur, c'est là pour me sauver ou c'est là pour m'embêter? C'est là pour me sauver. En fait, c'est un ustensile qu'Hachem, il a créé, qui est une invention, et c'est du génie. Pourquoi? Parce que maintenant, moi, si je dois me confronter à cet arabe, pour me défendre, je serai beaucoup plus fort que lui. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup plus d'adrénaline que lui. Je suis beaucoup plus endurant que lui, parce que mon cœur, il est déjà à fond. Je suis protégé si jamais je suis blessé. Mes membres, ils sont déjà en activité. Mon corps, il peut arriver beaucoup plus loin que lui. Pourquoi? Parce que ma température, elle a baissé. Je peux courir maintenant, si quelqu'un il me course, il va se fatiguer avant moi. Pourquoi? Parce que lui, il va arriver à une température où son corps il va dire stop, on ne peut plus courir maintenant. Arrête-toi. Mais moi, comme le corps il a déjà anticipé, il a baissé la température, j'ai encore de la marge. Je peux arriver encore. Lui, il était à 39, à 38. Moi, je suis descendu à 36. C'est pour ça qu'une personne, quand elle a peur, elle a froid. Elle a froid pourquoi? Parce qu'elle sent que la température elle descend. Donc maintenant, la peur, c'est un ami ou un ennemi. C'est là ça peut me sauver ma vie. Donc ça me rend service. Maintenant, imaginez-vous, quand quelqu'un il voit un petit caniche et que d'un coup, son corps il déploie ce système-là. Il est où le problème? Il est chez moi. Que moi j'ai une mauvaise interprétation. Je m'imagine que ce petit caniche il peut m'enlever ma vie. Donc le corps, lui, il sait pas. Le cerveau, il voit qu'on lui dit c'est dangereux. Donc lui, il déploie l'alerte générale. C'est-à-dire quoi? Danger, danger. Et là, il met il envoie l'adrénaline, le système truc, machin, etc. Et c'est parti, le mec commence à avoir froid. 2 secondes, réfléchis. C'est un caniche. Maximum, il va te rentrer ses petites canines dans ta cuisse comme ça. Maximum, il va te déchirer ton pantalon. Mais il ne peut pas te tuer. Vous avez déjà entendu quelqu'un à la radio ou aux informations qui est mort parce qu'il s'est fait tuer par un caniche? Maintenant, il y a des femmes qui sont truc, des hommes aussi, malheureusement. Quand il y a un caniche, je peux pas sortir. Et tant qu'il est là, maintenant, ils ont peur, ils ont froid, le cœur qui palpite. Quand on parle devant un public, comment ça s'appelle? Pourquoi maintenant mon système il marche? Pourquoi? Justement, mauvaise interprétation. Tu n'as pas besoin de courir. Mais mon corps, il a compris de toi que c'était un danger. Ici, il y a une mauvaise interprétation de ta part. Moi, je me mets avec vous, je ne suis pas arrivé à ce moment, mais on va prendre comment sortir de ça. Alors, je vais expliquer comment ça marche. Vous aurez des devoirs, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire des devoirs. Maintenant, hein? Une boucha, c'est la même chose qu'une peur. En réalité, quand on nous fait une boucha, c'est une honte. Quand on nous fait honte, eh ben, on tremble, on devient pâle, on a des sueurs, et pourtant, il n'y a pas eu de danger. Et alors, pourquoi le corps il a la même sensation que comme si on avait fait peur? Non, justement, maintenant, la personne, elle a peur de perdre toute sa réputation, etc. C'est aussi une peur qui est mal utilisée. Quand on lui fait honte, attends, elle se sent en danger. Elle se sent à la merci de tout le monde qui est autour d'elle. Tout le monde la voit nue comme ça. Elle met en place ce système-là. Maintenant, c'est une mauvaise utilisation du système. À quoi ça ressemble? Je vais vous donner un exemple. Donc, vous avez compris que ça vient pour me protéger maintenant, la peur. La peur, ça déploie chez moi un système qui va me protéger. Ou pour me battre, ou pour fuir, ou pour me défendre. Ok? Maintenant, donc c'est comme un garde du corps qui est là pour me protéger. Imaginez-vous Donald Trump. Ok? Il a un garde du corps. Ce garde du corps, c'est quoi son rôle? S'il y a un danger quelconque, il est là pour protéger le président. Maintenant, imaginez-vous, en plein milieu, il y a un enfant, il a avec un ballon comme ça, il sort un ballon, et le mec, il sort son flingue. Ah,
il éclate le ballon, il met le président à terre. Je dis, mais calme, t'es malade, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais non, ça m'a fait peur, là, le truc. Comprenez qu'ici, On va contrôler ça, quoi. voilà, on va expliquer à ce garde du corps, Habibi, 2 secondes. Calme-toi. Ici, il y a des règles. Si tu vois un danger de mort, tu peux intervenir. Si c'est un danger, quelque chose qui t'a surpris, maintenant, il y a un mec qui sort un appareil photo, il prend le président, il lui met un coup de poing dans le ventre pour pouvoir le mettre à genoux et il le jette par terre. Mister Président, bougez pas. Attends, mais t'es malade ou quoi? Non, vous comprenez ici que la sensibilité de ce garde du corps, elle est beaucoup plus sensible, elle est beaucoup plus déployée un garde du corps normal. Et ben nous, on a exactement pareil. Des fois, on a une sensibilité un peu plus influente que la normale. Normalement, cette peur, ce système, il devrait arriver dans des situations qui sont là pour me protéger. Mais moi, je donne des informations à mon cerveau que tu peux utiliser ce système d'alarme pour des choses qui sont dérisoires. Et pourquoi? Parce que je fais une mauvaise utilisation. J'ai mon système de sensibilité qui est beaucoup plus inférieur que la moyenne. Donc, il faut apprendre comment remettre ça au bon endroit. On a le droit d'avoir peur. La peur, c'est un ami, comme on a expliqué. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, la peur, il ne faut pas se battre avec. Si maintenant, moi, j'ai peur parce que je vais parler devant un public, non, utilise ça maintenant. Maintenant, l'adrénaline que tu vas utiliser, utilise-le pour pouvoir, dans les Torahs, pour le bien. C'est-à-dire quoi? Maintenant, tu sais que tu auras plus de force. Tu vas pouvoir être plus en activité, etc. Prends-le comme un bon point. Ne vois pas ça comme quelque chose qu'il faut combattre. Mince, mais je me sens pas bien. Pourquoi je tremble? Pourquoi je suis triste? Le mec commence à prendre des cachets. Non, ne combat pas. Parce que plus tu combats, plus ça va s'amplifier. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te dire 2 secondes. Maintenant, et comme je vais devoir être devant un public, peut-être répondre à des questions. Mon cerveau, il doit être à 100 à l'heure. Pour ça, cette adrénaline-là, j'en ai besoin. Donc oui, je veux que mon cœur il batte à fond. Je veux ça. Et si j'arrive à utiliser ça, donc c'est quoi? À quoi ça ressemble? Quelqu'un qui est en rodéo avec un cheval et il se bat contre lui, il n'arrivera jamais. Comment tu vas réussir? Si tu arrives à le prendre à l'amadouer, tu viens, tu fais une petite caresse, machin, hop, tu montes gentiment et maintenant, c'est ton ami. C'est plus ton ennemi. Si tu veux essayer de prendre le contrôle de la peur, d'essayer d'éteindre, tu peux pas te battre contre ton corps. C'est incontrôlable. Le système, il est parti, il n'y a rien à faire. Pour ça, il faut faire un peu de yoga, mais bon, on n'a pas le temps maintenant. Le mec, donc quoi? Ici, la seule solution, c'est quoi? Utilise-le, essaie de surfer sur cette vague. Ne viens pas contrer la vague, surfe avec. Tu sens que ton corps, il est comme un super-héros, il a des pouvoirs un peu plus forts, il se sent un peu plus truc. Je vais vous raconter une histoire après, vous allez comprendre un peu comment ça marche. Il peut utiliser cette vague pour surfer dessus et pas pour essayer de la contrer. Parce que vous connaissez comment ça marche. Quand on essaie de contrer une vague, on se retrouve très vite sur le rebord, en train de manger le sable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Surf, prends la vague. Hachem, il t'a donné ça, c'est pas pour rien. Ah, maintenant, on va me dire, mais des fois, on utilise ça pour rien. On n'a pas besoin d'utiliser cette adrénaline. Pourquoi? Parce qu'il y a un caniche devant moi, ou il y a un ascenseur, ou un avion à prendre, etc. Alors, on va voir comment s'entraîner. Déjà, la première des choses, c'est quelqu'un qui a peur, déjà, c'est tout à fait normal. Vous avez compris que c'est quelque chose qui est normal? C'est quelque chose qu'Hachem, il a mis chez l'homme, qu'on doit utiliser, que c'est une femme qui a peur d'un cafard, ou qui a peur des voleurs, etc. C'est normal. Il n'y a pas de problème. On ne parle pas de fou. Ouais, mais il a tout le temps peur, ou il est tout le temps, c'est un peu. Non, d'avoir peur, il ne faut pas se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, au contraire. Aujourd'hui, on sait que la peur, ce n'est pas un ennemi, c'est un ami. Si on a compris ça, donc le sentiment de peur n'est plus le même. Si on arrive à changer notre interprétation de la peur, nous, jusqu'à présent, on avait une mauvaise interprétation de la peur. On pensait que c'était quoi? C'était quelque chose. Attention, il ne faut pas que ça m'arrive maintenant. Alors, il ne faut pas que je commence à trembler, à avoir froid, à transpirer. Oh, non, quel rapport là? Je ne peux pas, ce n'est pas le moment. Pourquoi? Parce que tu prends ça comme une mauvaise interprétation. Donc, ça s'amplifie. Tu veux combattre la chose, et vous connaissez ça. Plus on essaie de ne pas penser à une chose, plus elle est là. Ouais. Quelqu'un, tu lui dis ne pense pas à tel truc, il va y penser tout à... Tu lui dis je te donne $1000 si tu ne penses pas à ça. C'est fini. Elle m'a la saute. Maintenant, si tu sais maintenant que c'est un ami, donc tu n'as pas besoin de combattre, de dire non, il ne faut pas que j'y pense. Ça vient, alors je surfe sur la vague. Et à ce moment-là, la peur, elle est, comment dire, elle est mélangée avec mon corps humain. Et à ce moment-là, je l'utilise comme il faut et elle peut être contrôlée. Je peux exactement la contrôler. Pourquoi? Parce que je peux me dire, 2 secondes, je n'ai pas besoin d'avoir peur maintenant. À Kol Besséder.
je vais parler devant un public, c'est pas dangereux. Il y a un caniche, il va pas me manger. Donc maintenant, petit arguile, je vous donne des devoirs. Vous allez me dire comment on fait maintenant. Tout simplement, il faut s'entraîner, entraîner notre cerveau, il faut le muscler à avoir des bonnes pensées, des bonnes interprétations. On a ce qu'on appelle une pensée automatique qui vient. Je vois un chien, j'ai peur. Pourquoi? Parce qu'il y a une pensée automatique qui me dit chien égale danger, je fais quelque chose de pas plaisant, il va me courir, il va aboyer, etc. Maintenant, moi, à ce moment-là, je dois créer une pensée logique pour contrer. C'est comme le dôme de fer. Vous savez comment ça marche, le dôme de fer? À Gaza, ils envoient un missile, ok? Il y a un missile de l'autre côté qui vient intercepter. Maintenant, moi, mon corps, il fabrique directement une mauvaise pensée, qui est automatique. Moi, je dois maintenant créer une pensée logique. Ça veut dire maintenant, avant de prendre l'avion, j'ai une pensée automatique qui est quoi? Danger. Maintenant, la pensée logique, c'est quoi? Est-ce que l'avion, forcément, ça tue? Oui, je dois garder mon système. On ne doit pas enlever les peurs, on doit le garder. Mais je dois le mettre à sa place. Vous savez qu'il y a moins de morts dans les avions que dans les accidents de la route, malheureusement. C'est-à-dire quoi? Si jamais tu prends la voiture, pourquoi tu ne prendrais pas l'avion? Il y a plus de morts des gens qui s'étouffent en mangeant que des gens qui prennent l'avion. C'est-à-dire quoi? Maintenant, comment? Tu vas manger avec une perfusion, avec un truc? Non. Pourquoi? Et tu manges et c'est dangereux. Comment tu fais? Parce que tu sais très bien que c'est très lointain comme danger. Donc, ton système, il est en bonne santé. Il sait très bien, on n'a pas besoin. Si maintenant, le mec il commence à sentir quelque chose et tout, là, le système, il peut se mettre en place et c'est quelque chose de logique. Si maintenant, il y a besoin, il y a comment ça s'appelle, des problèmes, etc., il y a un danger qui arrive, le système, il est là pour te défendre, il est à sa place. Mais si maintenant, un caniche, il arrive devant moi, le système, il se met en place, tout de suite, je dois me calmer, me dire, est-ce que j'ai besoin, je dois dire à mon garde du corps, 2 secondes, ici, il n'y a pas de danger de mort, tout va bien. Un caniche, ça ne tue pas. Un cafard, ça ne tue pas. Je vois un cafard arriver, pensée automatique, il va me sauter à la gorge. Pensée logique, depuis quand un mec il s'est fait assassiner par un cafard? C'est vrai? Il saute comme ça. Ok, mais Il rentre dans toute la vie. quand tu as vu quelqu'un qui s'est fait sauter C'est sur dégueulasse, Il vole comme ça, il ne voit même pas où il va. Il rentre. Ok, mais c'est pas dangereux, on est d'accord. C'est chiant. Ok, alors, de quoi? Si le gars il fait un arrêt cardiaque. Voilà, il ne peut pas penser. Mais bon, non, vous avez compris comment ça marche. C'est un entraînement. Il y a pensée automatique, pensée logique. Toujours. Comment contrer? Il faut s'entraîner comme ça. Parce que, voilà, avec ce cours-là, vous n'allez pas y penser quand le mec il va se trouver devant une phobie ou devant une araignée ou devant un truc. Il ne va pas penser à tout ça. Maintenant, lui-même, il doit se dire 2 secondes. La pensée, elle crée le sentiment. Le sentiment ici, il est que j'ai peur. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je change ma pensée. La peur, c'est quoi? C'est quelque chose de mauvais? Non, c'est quelque chose de bon, qui est là pour me défendre. Est-ce que j'ai besoin de défendu maintenant? Il y a une toute petite araignée. Pas besoin de défendu. Tout va bien. Elle ne tue pas. L'araignée, elle ne tue pas. Si, attention, si c'est un serpent maintenant, un cobra, là, j'ai pas besoin de me faire tout cet exercice-là. Pourquoi? Parce que là, il faut que tu cours, Habibi. Donc là, oui, le système, il est en place. Vous comprenez? Ici, j'arrive à neutraliser la peur. C'est-à-dire qu'elle est là quand j'ai besoin. C'est mon garde du corps. Je lui ai réappris. Je l'ai rééduqué. Je l'utilise dans les bons moments. Que quand il y a du danger. Quand il n'y a pas de danger, pas besoin de me mettre à terre. Pas besoin de m'immobiliser par terre parce qu'il n'y a rien. Et le mec qui, maintenant, il voit un cafard, il n'a pas besoin de se retrouver par terre en train sur une table, en transpiration, etc. Pourquoi? Parce que tu exagères là. Là, c'est exactement le garde du corps qui, comment ça s'appelle? Voilà, sur l'enfant qui est venu comme ça défendre le truc parce qu'il a vu un ballon d'hélium qui est sorti de la foule. Aucun rapport, il sait tout va bien. Tout va bien. Donc maintenant, l'exercice, il est simple. Vos devoirs, ils sont comme ça. Quand vous sentez des peurs, il faut rééduquer, il faut changer l'interprétation automatique qu'on a. On a des interprétations qui sont automatiques, on n'a plus besoin de réfléchir. C'est comme ça. Maintenant, il faut rééduquer mon cerveau. C'est une rééducation. Il y a une mauvaise pensée automatique, j'envoie une pensée logique. Bon, après, comment ça s'appelle? Il y a des tipoulim, il y a des soins beaucoup plus profonds avec des tableaux, des machins, etc., des exercices de confrontation, etc., pour enlever ça définitivement. C'est des phobies. Mais on ne parle pas de ça, on parle de façon générale. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont beaucoup plus profonds, qui sont dus à des traumatismes, etc. Ça ne se fait pas comme ça. Mais en tout cas, de façon générale, la peur, déjà, on a changé l'interprétation. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Maintenant, on la met dans la bonne catégorie. La peur, c'est quelque chose de positif qui vient me défendre, qu'Hachem, il a mis ce système en place. C'est un système génial qui va prendre ma défense.
c'est mon garde du corps. Quelque chose de positif que si je sais comment l'utiliser, à ce moment-là, j'arrive à le contrôler. Comment? On a donné l'exercice. L'exercice, c'est pensée automatique. Je dois créer maintenant à mon cerveau, dire non, logique, pense logique maintenant. Est-ce que c'est normal maintenant? Est-ce qu'un caniche peut vraiment me tuer? Est-ce qu'un ascenseur, il peut vraiment tomber? Vous avez entendu dernièrement un ascenseur qui est tombé? Hein? Non. Mais il faut appeler. Non, ça tombe pas un ascenseur. En plus, il y a des trucs de sécurité avec des ressorts en bas, etc. Des trucs. Non, il n'y a pas. Jamais de ma vie j'ai entendu un ascenseur qui. Ça se coince, oui. Hein, ça se coince. Mais est-ce que ça tue? Non, pire 20 minutes, et tu sonnes là-bas le truc. Le voisin, il en a marre de sonner. Ses enfants, ils jouent avec le truc. En fait, il voit quelqu'un qui est enfermé. C'est là, il appelle la police. Il ouvre le truc. 20 minutes. Ouais, ça va. Pas, tu vois pas. Non, mais pour respirer. Hein? Non, il y a un trou là-bas dans le truc. Il y a des trous là-bas. C'est pas un truc qui est opaque. C'est vivre là-bas. En plus, ils ont fait exprès par rapport à ça. C'était coincé 2 heures, 3 heures. Au moins, le mec, il peut respirer. Donc, il n'y a rien. Il n'y a aucun. Attention, ça peut tuer. On n'est pas en train de dire que ça tue pas. C'est-à-dire quoi? Si maintenant l'ascenseur, il ne s'est pas fermé, et il est en train de lâcher la chaîne. Maintenant, moi, je dois utiliser ça. Tout ce système-là pour pouvoir essayer de m'accrocher à un truc, etc., pour pouvoir me défendre, pour sauver ma peau. Donc, maintenant, ici, la peur, elle est justifiée. On ne dit pas qu'on doit l'enlever, la peur. Ça n'existe pas quelqu'un qui a pas de peur, c'est quelqu'un de anormal. Quelqu'un de normal, c'est quelqu'un qui a des peurs, etc. Maintenant, comment tu utilises ces peurs-là, de façon exagérée ou pas, c'est là le problème. Inconscient. Hein? Quelqu'un qui n'a pas peur, il est inconscient. Voilà, il est inconscient, c'est qu'il ne voit pas le danger. Lui, justement, il n'a même pas d'interprétation. Lui, il voit un arabe avec un couteau, il va le prendre dans ses bras parce qu'il dedans, ça tue. Vous voyez les dents, les enfants comme ça. Il va mettre les doigts dans la prise. Mais réfléchis, il ne sait pas, lui. Il n'a pas Donc, il n'a pas peur. Il va aller voir un chien. Il va venir l'attraper comme un nounours, comme ça. C'est un pitbull. Qu'est-ce que tu fais? Il ne sait pas, lui, que le pitbull, c'est dangereux. Donc, vous voyez comment il est. Comment est-ce qu'il n'a pas peur du pitbull? Parce qu'il ne sait pas que pitbull est égal danger. Donc, son système, il ne se met pas en place. Vous comprenez? Mais si maintenant, maintenant, j'arrive à entraîner mon cerveau que caniche est égal à pas dangereux, ok, alors à ce moment-là, mon cerveau, il comprend et automatiquement, il remet des choses à leur place. Le garde du corps, il apprend, ok, maintenant, tu n'as pas besoin, quand tu vois un ballon d'hélium sortir de la foule, tu n'as pas besoin de sortir la mitraillette. Ok, d'accord, j'ai compris. Vous comprenez? C'est exactement comme ça. Donc, c'est le principe. Deuxième chose, quand j'utilise maintenant ça pour le bien, je sais que c'est quelque chose de positif, automatiquement, mon sentiment sera différent. Je vois ça comme un ami. Et à ce moment-là, la personne, imaginez-vous, elle prend de l'adrénaline, elle est capable de lever une voiture. Il y avait comme ça un papa dans une ferme. Il était avec son fils, il est avec la moissonneuse-batteuse, il a un truc, je sais pas, un truc qui coupait les branches, je sais pas, des trucs, le blé. Et elle s'est coincée. Le père, il a essayé de descendre pour le décoincer le truc. Il a glissé, et à ce moment-là, la moissonneuse-batteuse, elle s'est remise en marche. Imaginez-vous maintenant, le père, il se retrouve avec le pied coincé à l'intérieur, qui commence à lui couper le pied. L'enfant, il a vu ça. Hein? Un enfant de 14 ans, il a vu ça. Il est arrivé, il a pris les chaînes là, de la moissonneuse, il a tiré de toutes ses forces pour enlever c'est impossible à faire. Comment il a trouvé la force? L'adrénaline, elle lui a donné une force au-dessus de la nature. Il était capable maintenant d'aller contre n'importe quelle personne au monde. Tu lui dis, vas-y, essaye. Il ne va pas réussir. Un enfant de 14 ans, il a réussi. Pourquoi? Parce que son corps, il était beaucoup plus fort ici. Hachem, il lui a donné un système. Maintenant, défends-toi. Comment? L'adrénaline va faire en sorte que ton corps, il sera beaucoup plus puissant. Donc maintenant, imaginez-vous quand on a quelque chose comme ça qui nous vient. Ici, tu te transformes en Super Saiyan, dans Dragon Ball Z. Tu as beaucoup plus de force. Donc, tu peux arriver à gérer ça, utiliser ça comme il faut. Donc maintenant, vous comprenez qu'on n'a pas besoin maintenant de toutes ces techniques de rentrer dans l'inconscient, des psychologues, de 6 mois, de comment ça s'appelle, comment dire, Adama. Non. Amen. Pour comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'ils font les psychologues? Aujourd'hui, c'est dépassé. Vous savez ça? Psychologue, pendant 6 mois, il discute avec la personne pour lui sortir ce qui a causé la peur à l'intérieur, ok, dans son traumatisme, pour pouvoir pendant 6 mois, c'est le mec, il a dépensé 50 000 $ en 6 mois de trucs. Et là-bas, il lui fait remonter des souvenirs pour lui débloquer là-bas le traumatisme qui lui a enlevé la peur. Aujourd'hui, il y a des techniques qui sont beaucoup plus rapides. On n'est même pas dans l'inconscient, on s'en fiche pourquoi il a peur du caniche. Un jour, sa mère, quand elle est passée, elle a pris dans sa main quand il était petit, elle a vu un caniche, elle lui a serré la main un peu plus fort, elle a dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur ». Donc lui, il a compris, ça fait peur les caniches. Donc lui, pour lui, les caniches, ça fait peur. Donc là,
son cerveau, il a eu un problème à ce moment-là. Donc maintenant, il faut rééduquer le cerveau, ok? Mais maintenant, les psychologues, ils rentrent dans le passé pour pouvoir dire, mec, non, t'inquiète pas, machin, ils reviennent, ils refont monter tout ça, on s'en fiche. Cherche la source. Pas besoin maintenant. Maintenant, tu sais très bien, il y a eu un problème, X, dans le passé, on n'en a rien à battre comment, quoi. Maintenant, apprends à détacher ça. Si tu apprends à détacher ça dans le conscient, automatiquement, ça se libère. Très bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a une autre peur qu'on peut pas s'en détacher. C'est une peur qui est innée chez l'homme. Le quoi? Non, il s'appelle la peur d'être abandonné. Je sais pas, il y a un terme médical, je sais pas, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, c'est la peur d'être abandonné. Imaginez-vous, un bébé, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, lui maintenant, dans le ventre de sa mère, il n'y a pas un bruit. Il entend des bruits de fond comme ça, mais il est au chaud, la bonne température, il mange automatiquement, il boit automatiquement, il respire tranquille, machin. Il est bien, il est pas dans les bras de sa mère, il est dans sa mère. Il reçoit de l'amour et de la chaleur. C'est le moment, la Gemara a dit comme ça, elle ramène un passage, c'est le moment, elle ramène un passage de Yov, où là-bas, le moment le plus fort dans la vie humaine, c'est le moment le mieux, quoi, le plus kiffant, on va dire, c'est quand il est dans le ventre de sa mère. De toute la vie d'un homme, de 0 à 120 ans, le moment où un homme il est le mieux, c'est dans le ventre de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il sort. Maintenant, imaginez-vous la sortie du ventre. D'un coup, ça crie, il entend sa mère, il pousse des cris comme ça, les infirmières, vas-y, pousse, c'est des trucs, il a froid, dans les salles, la lumière comme ça qui l'aveugle, et les trucs, il passe une couverture, c'est quoi ce truc-là, il a faim, et machin, il a un truc qui lui tire le nombril, il avale du liquide, il machin. Okay. D'un coup, il se sent, mais complètement. À ce moment-là, il développe un sentiment d'abandon. Il a l'impression qu'on l'abandonne. Jusqu'à que sa mère, elle est obligée de le prendre comme ça. Il le met tout de suite, il le met dans les bras de sa mère. Elle le prend comme ça pour essayer de l'atténuer, ça. Mais pour lui, c'est un traumatisme. Il subit un traumatisme. Franchement, c'est depuis là qu'on a peur. Voilà. Maintenant, cette peur, elle reste chez l'homme jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, à nous de la diminuer. Donc, je vous donne maintenant une clé au niveau de l'éducation des enfants. Comment on arrive à diminuer cette peur? C'est-à-dire, cette peur-là, elle ne va jamais partir, mais elle va être plus ou moins atténuée selon l'éducation que les parents vont donner. Si les parents ils remplissent l'enfant d'amour et de chaleur, automatiquement, l'enfant il va comprendre qu'on ne l'abandonne pas. Il voit, quand je crie, ma maman, elle vient. Quand je suis là, j'ai besoin, maman, elle s'occupe de moi. Elle me fait des grands sourires. Attention, il ne faut pas courir non plus quand l'enfant il crie. Parce que vous savez qu'un enfant, il ne contrôle pas sa voix. Lui, il n'a pas il ne sait pas quel volume donner. Nous, on a compris que quand tu cries très très fort, c'est que tu es énervé. Quand tu cries encore plus fort, c'est que tu es en hystérie. Okay, et quand tu cries doucement, quand tu parles doucement, lui, il n'a pas ça. Lui, automatiquement, il va mettre le volume à fond et il va pousser. Et les parents, ils arrivent en courant. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu comment il a crié? J'ai l'impression qu'il est en danger de mort. Non, il ne sait pas, il ne contrôle pas, lui. Donc, automatiquement, il pousse le plus haut volume. Mais donc, il ne faut pas se courir parce que si on court, on arrive comme ça, il va créer de la gâterie. Il va être gâté, il va se dire maintenant, quand je claque des doigts, ils arrivent. Donc, ça va lui créer chez lui une dépendance. Ok. Maintenant, à côté de ça, il faut lui donner ce qu'il a besoin. Au moins pendant les 2-3 premières années, attention, ne pas lésigner sur les moyens, le bombarder en bisous et en câlins et en chansons et en histoires et tout ce qu'il faut pour le mettre bien. Jusqu'à qu'il arrive à une conclusion, jusqu'à qu'il est rassasié et il arrive à conclusion, c'est bon, j'ai compris que mes parents ils m'abandonneront jamais. Il aura toujours ça au fond de lui, mais de façon très très minime, quoi. Ok. Et lui donner comment dire, même un genre une petite couverture comme ça. Ça, même quand je suis pas avec lui, il prend la couverture, il dort avec, il enlace. Donc il est tout le temps, c'est une partie de moi qui l'enlace, etc. Il est tout le temps bien, la tétine, les machins, etc. Faut pas hésiter. Des bisous et des bisous. Ouais, mais peut-être c'est trop. Après, il va être un peu trop. Non, n'aie pas peur. Donne-lui ce qu'il faut, rassasie-le. Après, tu vois, s'il joue, il arrive un moment où il commence à jouer sur ça et ça, on lui apprend gentiment. Mais en tout cas, attention, pas le gâter non plus. Pas tout ce qu'il demande, on lui donne. Non, maintenant c'est l'heure d'aller dormir, on va dormir. Mais ça ne veut pas dire que je vais t'envoyer dormir en te faisant la tronche. Tu vas dormir, Nechila, avec un grand sourire, avec une histoire, avec une chanson, mais les règles, c'est les règles. Il faut quand même l'éduquer, mais avec le sourire, avec Chom Vava, avec amour et chaleur. Ok. Maintenant, pourquoi alors ça, donc vous allez me dire quoi? Alors maintenant, tu t'as dit qu'on peut contrôler nos peurs, mais ça, c'est une peur qui est là en nous. Et regardez comment c'est intéressant. Regardez comment ça serait. Chez nous, on a ça. Mais nous, quelqu'un, il prend le train pour Haïfa. Ok? Il s'endort dans le train. Il se réveille à Naharia, aux dernières stations, à 1 heure de Haïfa.
est-ce qu'il va sentir une peur ou pas? Il va se sentir maintenant, d'un coup, il se réveille, il ne sait pas où il est. Le premier sentiment qu'il va avoir, c'est un petit déséquilibre. Peut-être pas une peur de. Mais attends, 2 secondes, pourquoi tu as peur? C'est très bien que tu vas prendre le train retour. Pourquoi tu crées voilà, c'est un sentiment de j'aime pas être dans les. J'ai un plan, j'aime pas être en dehors de ça. Je me sens éloigné de ma maison, éloigné de mes habitudes, de ce que j'ai fixé. Une personne, elle se sent pas bien. Pourquoi Hachem il a créé une peur comme ça? Vous me dites alors, on ne va pas contrôler nos peurs. D'où elle vient alors cette peur? S'il y a une peur qui est innée comme ça, qui est là chez l'homme et qui est là pour le. Dès qu'il sort de. Même, regardez, je vais vous donner un autre exemple. Une personne, vous pouvez le mettre dans une suite, 5 étoiles, hôtel 5 étoiles, etc. Au bout de 3 semaines, il a envie de rentrer chez lui. Et 2 minutes, là, on te sert à manger, on te donne ce qu'il faut, etc. Disons qu'il ne paye pas. Okay, comme ça, il est bien à l'aise. il pense pas, il n'a pas l'angoisse du portefeuille. Ok. Maintenant, disons qu'on lui dit illimité. Le mec, il a reçu un truc illimité, tu veux rester toute ta vie. Au bout de 3 semaines, il va vouloir rentrer chez lui. Pourquoi? Je ne suis pas à l'aise. Mais attends, mais t'as vu ce lit? Comment il est de folie? La piste, t'as une piscine privée. T'as le frigo, tu penses que tu veux. T'as tous les repas qu'il faut. Machin. Au bout de 3 semaines, j'ai envie de rentrer chez moi. Pourquoi? Je suis à l'aise. J'ai ma petite maison, mes petites habitudes, ma petite boulangerie, ma petite synagogue, mon petit vélo électrique. Quel rapport? Comment tu compares? Pourquoi? Parce qu'une personne, elle aime être chez lui. Il a fixé quelque chose, il a un plan. Quand ce plan-là, d'un coup, il sort de ce plan-là, il n'est pas à l'aise. Il ne se sent pas bien. D'où ça vient, ça? Ça vient de son traumatisme qu'il a eu à la naissance, où il était bien et d'un coup, il s'est senti abandonné. Donc, dès qu'il est, entre guillemets, abandonné, que la vie, elle l'abandonne, genre dans le sens qu'il n'est pas à sa place, dans ce qu'il a prévu, dans ses habitudes, etc., il n'est pas bien. Il a peur. Chacun selon à son niveau, ça dépend encore de son éducation. Plus ou moins, on va dire, il y a des gens, ils sont vraiment en l'air, ils peuvent déprimer, etc. Et d'autres, ils vont le prendre, mais au fond, ils ont quand même une petite pointe comme ça dans leur cœur. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Regardez comment c'est fort. Hachem, il a laissé quand même cette peur-là. Maintenant, on va dire, cette peur-là, c'est un ennemi, alors quand même, puisqu'elle est quand même, elle m'embête un peu. Non, cette peur-là, c'est quand même un ami. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a créé ce système-là pour que jamais je m'éloigne de lui. J'ai toujours cette peur de me sentir mal à l'aise quand je ne suis pas dans mes habitudes, pour que si un jour, Chas Shalom, une personne, elle s'écarte de la Torah et des mitzvot, sa neshama, elle va se sentir mal à l'aise. C'est un sentiment de la neshama. Sa neshama, elle va se sentir loin d'Hachem, loin de. La neshama, elle se sent bien que quand elle est avec Hachem. Quand elle est dans le droit chemin, etc. Quand une personne, elle sait qu'elle fait des avérotes, prenez n'importe quelle personne au monde qui fait des avérotes, le mec, il est avec un copain, et machin. Aujourd'hui, vous entendez, ouais, on est fiers d'être comme ça. Au fond, tu l'attrapes tu dis franchement, si tu pouvais changer tout, tu n'aurais pas aimé guérir de ça? Bataille que oui. Il pleure en cachette, ces gens-là, de se dire je suis loin de me dire je ne fais pas la volonté d'Hachem, je ne fais pas Shabbat, etc. Ceux-là, dès qu'on les attrape un petit peu entre quatre yeux comme ça, tout de suite, ils avouent. Maintenant, ils ne veulent pas avouer. Donc, ils disent non, il faut admettre qui on est, etc. Entre parenthèses, c'est une maladie mentale. Il y a des trucs qui sont de naissance, etc., qu'on peut réparer. Et imaginez-vous, on leur met dans la tête, il faut que tu arrives à aimer qui tu es, etc. Et le mec, jamais il pourra réparer. Donc, si demain on lui dit, écoute, il y a un médicament, tu le prends, tu deviens normal. Il va te dire, attends, ça veut dire quoi, je suis pas normal? Il vous mais tu dis oui, c'est selon certaines expériences. C'est de la kfiatiout, c'est de la OCD, ça s'appelle. C'est des obsessions. On va en parler aussi des obsessions. Des obsessions, c'est quoi? C'est un problème. Il a un problème dans sa façon de penser. Et à ce moment-là, il crée des sentiments vers les hommes. Maintenant, tu lui dis, maintenant, il y a un médicament, tu peux changer. J'en suis sûr que 99,9% il le prendrait ce médicament. Le dernier, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, qui dit non, je resterai comme je suis. Mais, alors qu'au fond, il se prive parce qu'il ne veut pas admettre. Mais tous, s'ils pouvaient avouer. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas se sentir loin d'Hachem. Une personne, elle aime être dans le droit chemin. C'est un neshama, c'est un sentiment de la neshama. Donc c'est une peur, encore une fois, qui est là pour m'aider. Il y avait aux États-Unis deux chassid Chabad. Ils avaient une mission dans une ville aux États-Unis et ils devaient aller ils étaient en plein cœur du désert du Nevada, sur la route, presque plus d'essence. Et ils sont là en train de prier qu'ils puissent trouver une station au service. Mais non, le désert du Nevada, c'est pas comme ici, il y a tous les 3 km, il y a une station. Là-bas, c'est tous les 300 km une station. Maintenant, ils sont en train de prier, je t'en supplie à Kadosh Baruch Hu, qu'il y ait une station dans les minutes qui suivent. Sinon, on est coincé ici. Et ils prient, ils font une télim, tout ça, comme ça. Et ils voient
panneau, 300 mètres, station essence. Ah, je tabarde chez moi là. Ils arrivent là-bas, ils rentrent, ils font le plein. Il y a un mec qui leur donne le plein. Et il lui dit, c'est un mec débardeur comme ça, chauve, aucun rapport quoi. Il leur dit, il vient les voir, il leur dit, suivez-moi s'il vous plaît. Les mecs ils sont en train de se regarder, ils disent, c'est dangereux là. Plein cœur en plein désert. Suivez-moi, un mec chauve comme ça, des trucs, il n'y a personne dans le coin, va savoir si c'est pas un tueur en série, un fou. Hein. Et eux, ils ne savent pas ce qu'il leur prend. Putain, il nous a demandé gentiment, on va suivre. Ils sortent les deux khabad et ils font le tour comme ça derrière la maison. Il y avait une maison là-bas. Il leur dit rentrez. Ils rentrent comme ça, ils voient un mec en chaise roulante, un vieillard comme ça en chaise roulante, et il leur dit qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et eux, ils le regardent et ils disent naturellement, c'est le rabbi de Lubavitch qui nous a envoyé. Et le mec, le vieillard, il fond en larmes. Il commence à mettre ses mains sur son visage. Et il commence à pleurer. Là, il se regarde, genre, qu'est-ce qui se passe? Le rabbi, il est fort, mais là, qu'est-ce qu'il il y a un problème, là. Il leur dit, asseyez-vous, il faut que je vous parle. Et ils s'attendent avec impatience, qu'est-ce qui se passe? En quoi le rabbi Lubavitch te fait pleurer? Il leur dit, moi, je suis un rescapé de la Shoah. Quand j'ai quitté le camp d'Auschwitz, j'ai dit, la religion, c'est terminé. Je veux plus rien, je veux plus entendre parler de religion. Je veux plus voir un seul juif. Il est parti aux États-Unis, à Manhattan. Il a commencé à faire des affaires, etc. Et là-bas, on connaît la population juive à Manhattan, ils ont commencé à arriver. Et attends, c'est pas possible, ils vont pas arriver même aux États-Unis. Je déménage. Où il est parti? Il s'est dit, il faut que j'aille à un endroit où il n'y a pas de juifs. Et je vais je vais ouvrir une station essence en plein cœur du Nevada. Là-bas, il n'y a pas si je trouve un juif là-bas, c'est impossible. Et là-bas, je m'installerai. Je mettrai ma maison et je vivrai là-bas, loin des juifs. Je ne veux plus entendre parler des juifs. Un jour, il leur dit, hier soir, j'arrivais pas à dormir. J'étais devant ma télé en train de tourner les chaînes. Entre-temps, il s'est marié, il a eu des enfants, etc. Il s'est marié avec une Goya, bien entendu, il s'est marié avec des enfants, dont ce chauve-là, celui qui les a ramenés, c'était son fils. Il lui dit, j'avais oublié les juifs, j'avais oublié tout ça. Bah, au Hachem, j'étais bien, j'étais heureux et tout. Et hier soir, j'arrivais pas à dormir. J'étais devant ma télé en train de tourner des chaînes. Et d'un coup, je vois un rave. Tu vois marqué en bas, Rabbi de Lubavitch. Donc il voit le Rabbi. Et je vois, c'est pathétique ces juifs là. Avec leur barbe, ils voient le Rabbi comme ça dans le Ferrat Bartora. Il est tombé sur une chaîne, truc. Et il voit là-bas le Rabbi qui dit, donc c'est traduit en anglais en dessous, et il dit, Akadosh Baruch Hu, il ira chercher chacun de ses enfants, même au coin le plus éloigné du monde. Comme il est écrit, il ramène le pasouk, etc. Que Hachem ira chercher tous ses enfants. Et lui, il voit ça et il dit, alors si tu es capable d'aller chercher dans les plus profonds au coin, viens me chercher. Comme ça, il dit. En rigolant comme ça. Maintenant, imaginez-vous la scène. Il voit deux Lubavitch arriver. Il lui dit, c'est qui vous envoie? Et eux, qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Le Rabbi de Lubavitch nous envoie. Non, eux, c'est un peu posé. On a une mission. C'est la mission ils sont partis. Le Rabbi les a envoyés faire une mission, ouvrir un Bet Rabat pas loin dans la ville d'à côté. Et naïvement, ce qu'on lui dit, on va lui expliquer c'est qui. Donc, lui maintenant, il voit comment Hachem est venu le chercher. Le Rabbi dit Hachem, il va venir te chercher. Imaginez-vous la scène. C'est pour ça qu'il a fondu en larmes. Il a vu comment Hachem, il est venu ici. Il est venu, il a fait en sorte que les mecs, ils ont pas de d'essence. Ils arrivent d'Afka chez lui. La probabilité, elle est impossible. Ce mec-là, il a fait tchouva. Là, il ne peut pas faire tchouva à 100% parce qu'il était marié avec une Goya, etc. Mais en tout cas, il a commencé à se rapprocher d'Hachem, Vaddaï, qu'on ne peut pas juger ces gens-là. Qui ont parcouru là-bas à Auschwitz, etc. Mais c'est sûr et certain, je vous dis, ce mec-là, il est au Gan Eden aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à son niveau, Hachem, il ne juge pas le résultat, il juge l'effort. À son niveau, il a atteint la proximité avec Hachem. La Torah, elle nous sert à quoi? Pour se rapprocher d'Hachem. Maintenant, il y en a un, il doit finir le chasse pour se rapprocher d'Hachem. Lui, de là où il est, il a réussi à se rapprocher d'Hachem. Vous comprenez? C'est ça le but. Le but, c'est d'arriver à Hachem. La Torah, c'est un moyen. Le Shabbat, c'est un moyen. Il ne faut pas en faire de ça le but. La Torah, tu n'as pas étudié, tu vas loguer. Non. Si tu n'as pas étudié beaucoup, mais tu t'es rapproché d'Hachem, et quand il a étudié une tonne, mais il est loin d'Hachem, il se comporte comme une béma, comme un animal. Alors, c'est pas la même place au Gan Eden. Comprenez? Non, lui, il a rencontré Hachem dans sa vie. Il a cherché, il a demandé à Hachem, je veux te voir. Hachem est venu chercher. Il a fait tout ce scénario. C'est lui le patron de ce monde. Et s'il veut prendre deux rabats et les amener là-bas, il peut. Donc, on ne se rend pas compte. Quand on prie à Hachem, on demande. Donc, voilà ici maintenant,
cette peur-là qu'on a dit d'être abandonné, regardez, ce mec-là, il avait cette peur en lui. Quand il voyait tout ça, au fond de lui, il voulait tout ça. C'est-à-dire, quand il a crié, il a dit Hachem, vas-y, viens me chercher alors, si c'est ça. C'était sincère, il y avait une peur sincère parce qu'il n'aime pas se sentir en dehors du droit chemin. Au fond, il veut rentrer à la maison. Et Hachem, il est venu, il a enlacé, il a pris par la main, il a dit allez, viens, mon fils, rentre à la maison. Il ne s'est pas retrouvé à côté dans une yeshiva, etc. Mais en tout cas, à son niveau, on va dire que c'est quelque chose de grand. On a parlé des obsessions. Les obsessions, c'est un autre type de peur. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. On va comprendre pourquoi Hachem a fait ça. Je vous explique comme ça en deux phrases. Quoi. En fait, notre cerveau, il a une capacité, en fait, quand on analyse avec nos yeux, on voit une situation donnée. Notre cerveau, il va voir maintenant, il va faire toutes les associations d'idées, pensées de Chas Shalom, d'aimer les hommes. Le cerveau, il va déployer plein de pensées comme ça. Et une des pensées, c'est ça. Maintenant, lui, il va attraper cette pensée, et il va la mettre dans son conscient, et à ce moment-là, il va la traiter. Comme si que ça fait partie intégrante de lui, qu'il aime les hommes. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont des obsessions. Ça s'appelle OCD, c'est le terme médical, ok? Alors qu'en fait, c'est rien du tout. Il y a une technique pour… En fait, imaginez-vous, c'est comme un fleuve. Je suis devant le fleuve. Dans ce fleuve, il y a plein de poissons qui passent. Il y a des crocodiles, il y a des méduses, il y a des requins. Alors moi, je vois un crocodile, je le sors du fleuve. Je pose une question. À partir de quand il est dangereux? Quand je le sors. S'il passe, il passe. Maintenant, si je le sors, il peut m'attraper. Maintenant, moi, j'ai plein de pensées qui viennent parce que mon cerveau, il fabrique automatiquement des pensées. Maintenant, si je sors cette pensée, je la mets dans l'inconscient, à ce moment-là, elle va être dangereuse parce que je vais réagir en fonction. Et regardez comment c'est. Quelqu'un, par exemple, il pense que peut-être qu'il n'a pas fait Netilat Yadayim comme il faut, il peut refaire 3-4 fois Netilat Yadayim. Il pense, par exemple, il passe à côté d'une tzedaka. Si je ne mets pas la tzedaka, il a une pensée maintenant. Une des associations, c'est quoi? C'est peut-être que je suis en danger de mort. Maintenant, à partir du moment où il va s'étonner, il dit vite, il y a un danger de mort, il faut vite que je retourne mettre la tzedaka. Il est en train de prendre cette pensée et la mettre dans son conscient. Et à ce moment-là, il va vivre avec la peur de se dire peut-être qu'il y aura maintenant un attentat dans le bus que je vais prendre, etc. Il va vivre avec ça, il va tout le truc. Alors qu'en fait, c'est pas du roi Kodesh. Les gens croient qu'ils ont du roi Kodesh, ils ont une pensée comme ça, rien du tout. C'est juste une obsession. Alors qu'est-ce qu'on fait? Laisse passer la pensée. Tu as une mauvaise pensée, c'est qu'une obsession. C'est une association d'idées que ton cerveau il fabrique. C'est pas du roi Kodesh, c'est pas de la prophétie. Qu'est-ce que tu fais? Laisse passer. À partir du moment où tu commences à t'étonner de la pensée, peut-être, attention, des fois oui, l'association elle est bonne. C'est à moi de juger encore une fois selon une pensée logique. Si effectivement maintenant je vois un arabe avec un gros couteau, mes pensées vont commencer à se déployer. Donc une des pensées c'est quoi? C'est peut-être un terroriste. Donc qu'est-ce que je vais faire? Changer de trottoir. Vada ici de la mettre dans le conscient, c'est quelque chose de bien. Mais ici c'est pas moi. Vous avez compris comment ça marche le système? Ok. Donc maintenant, les obsessions, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que les peurs. Alors à quoi ça sert? Pourquoi Hachem a fait en sorte, il m'a donné un radar qui va me permettre de pouvoir… Donc on a compris déjà, c'est pour déjà anticiper. On a compris cette chose. Mais deuxième chose, et ça c'est le plus important, écoutez bien, on va finir avec ça. Akadosh Baruch Hu, il a fait ce système pour que toutes ces associations d'idées maintenant, comment je vais faire? Stam, un homme maintenant, il commence à penser sur son futur. Et là, son cerveau, il va lui balancer une tonne d'associations d'idées. Il va lui dire comment tu vas faire pour ton travail, ta parnassa, ton appartement, tes enfants, il faut les marier, et les trucs. Il vient de passer la Brit Mila, il est déjà en train de penser comment il va réussir à le marier, comment elle va être sa femme, où il va habiter, il faut que je paye le mariage, il faut que je paye le disc jockey, il faut que je paye l'orchestre et les photos. On n'a pas fait la Brit Mila, t'es parti. Et le mec, il rentre dans des angoisses, des angoisses. Comment c'est possible? Pourquoi Hachem il a fait un système chez moi qui va venir maintenant se projeter dans le futur et parcourir tout mon conscient et mon inconscient et me faire un radar de toutes les mauvaises choses qui puissent m'arriver. Vous savez pourquoi? Le Ramban dit comme ça. L'homme des épreuves. Ça veut dire quoi? Attendez, c'est pas bon là. Quoi, l'homme, on est venu pour souffrir? Écoutez bien. Le but de ce monde, comme on l'a dit, c'est de se rapprocher d'Hachem. D'arriver à se rapprocher d'Hachem. Comment je me rapproche d'Hachem? Par l'intermédiaire de la Emouna. Comment j'arrive à la Emouna? Par l'épreuve. C'est simple. L'épreuve, c'est quoi? C'est une situation qui va me dire Hachem n'est pas là. Hachem t'a abandonné. Hachem te veut du mal. Maintenant, lui, il sait très bien qu'Akol est Tova. Il sait très bien qu'Hachem, il est Rahman. Hachem, il est bon. Hachem, c'est notre papa. Il veut que notre bien. Mettez-vous bien ça dans la tête. Changez aussi votre interprétation. Akol est Tova. Tout, en bien comme en mal. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire chaque chose au monde, Hachem, il cherche exactement la meilleure situation qui puisse nous arriver maintenant. C'est-à-dire que si nous, on avait été à la place d'Hachem, on aurait fait pire que ce qui est. Maintenant, là, c'est la meilleure des choses qui puissent m'arriver. Non, je dois me le dire, ça. Mais si la personne, elle voit un problème de Parnassa, comment elle va dire ça, Kol Tova? Ici, tu es obligé de déployer de la Emouna en me disant Hachem, il a décidé que je passe par une mauvaise période. Pourquoi on s'en tape? Hachem, il veut que c'est comme ça. Ani Mekabel Be'ava, je pense avec amour parce que ça colle les Tova. Point final. Et à ce moment-là, il met un petit peu de musique, il sort un petit pastis, il commence à danser avec sa femme. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure des situations qui puisse lui arriver. Et Hachem, il nous protège comme un père envers son fils. Que quand le père, il amène son fils chez le dentiste, même si le petit, il est en train de pleurer, mon père, il sait ce qu'il fait. C'est pour mon bien. Après, quand il a grandi, il a compris. Et après, quand lui, il a grandi aussi, il a compris. Il est arrivé à un cours de Torah. On lui a dit que des fois, Hachem fait des petites périodes de pauvreté pour réparer la mort des Zakatatil Mimavet. Peut-être qu'il y avait un mauvais décret sur la personne, etc. Et ça lui a sauvé la vie. Donc ici, l'épreuve, elle va venir me faire un bras de fer qui va déployer chez moi une force qui est la Emouna. L'épreuve, elle me montre qu'Hachem n'existe pas. Moi, je déploie maintenant une force qui est la Emouna. Hachem, il est là. Comme dans une salle de musculation. Si je veux travailler les pectoraux, je dois faire tel exercice. Le poids, il va me faire travailler, il va me faire contrer le muscle qui va devoir fournir un travail qui va former le muscle voulu. J'ai envie de faire travailler. Pareil, l'épreuve, elle va me faire travailler chez moi le fait de me dire qu'Hachem, il est bon, qu'Hachem, il fait colle et tout, etc. Quand l'épreuve, elle va se terminer, alors dans mon sang, dans mes veines, va couler que Hachem, il est bon et qu'Hakol est Tova. Et à ce moment-là, je serai beaucoup plus proche d'Hachem qu'avant l'épreuve. Donc maintenant, au lieu de résoudre tous mes problèmes, j'ai une seule chose à dire à tout ça. C'est que toutes ces choses-là, c'est pas un radar qui est un ennemi. Les obsessions, c'est pas des ennemis. Ça vient me faire travailler tout le temps le fait qu'Hachem Hakol et Tova. C'est-à-dire que là, ici, la pensée logique, quand j'ai toutes ces pensées-là, à part quand c'est une pensée qui est justifiable, que vraiment il y a un danger. Sinon, je vois plein d'associations de pensées négatives, etc. Je viens dire Hakol et Tova. Je prends toutes ces pensées et je les laisse passer. Pourquoi? Parce que Vadaï, si Hachem, il fait Hakol et Tova, il veut mon bien et tout ce qu'il fait, c'est la meilleure des choses pour moi. Donc ici, je me tranquillise et je me remplis de simcha. Et c'est un travail. Encore une fois, pensée automatique, les obsessions, elles arrivent. Tu n'as plus besoin de prier. Si tu as une preuve de Parnassa, tu dis pas. Non, attention. Hachem demande la Parnassa, tu dis Jusqu'à maintenant, c'était Hakol et Tova. Maintenant, le futur, je vois Hachem qu'il a l'air pas bien. Donc maintenant, je commence à prier. Mais à l'instant T, je suis heureux. Parce que c'est la meilleure chose pour moi. Sur le futur, je prie. Sur le futur, je me dis, je ne vais pas rester comme ça, parce que comment je vais payer mon loyer? Donc à l'instant T, c'est la meilleure des choses. Et peut-être qu'Hachem, il t'a fait tout ça pour t'amener à prier aussi. Tu comprends? Donc ça va avec, c'est pas c'est pas une contradiction. Maintenant, tout ça, maintenant comment une personne fait, même une personne qui est riche, qui est milliardaire, dit bon, j'ai pas de problème de Parnassa, mais la santé, tu peux prévoir. En un instant, le mec, il peut, même les meilleurs professeurs, il n'y a rien à faire. Ton argent, il sert à rien. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, le seul remède pour tout ça, c'est la Emouna. Toutes ces peurs-là, elles m'amènent à Hachem. Si elles m'amènent à Hachem, elles m'amènent à mon Lamaba. Donc comment neutraliser toutes ces peurs? Une seule chose. Akadosh Baruch Hu. C'est mon papa, il est là, il veut mon bien. Et à partir du moment où je me remplis de simcha, avec cette pensée-là, les choses, elles disparaissent. Il y a marqué à Botear Bachem, le chesed, il entoure. Celui qui croit en Hachem, c'est-à-dire quoi? À ce moment-là, il n'y a plus de. Hachem, il te montre comment tout s'arrange. Le mariage des enfants, la santé, les trucs, les machins. Une personne comme ça, il dit Chod Elevavot. Quelqu'un veut le bonheur dans ce monde-là, au niveau spirituel, matériel, il n'y a que Bitachon Bachem. Quand tu es proche, quand tu es avec Hachem, écoutez bien, une personne, elle n'a plus de problème au monde. Plus de problème au monde. C'est la sérénité. Comme ça, il dit le Chod Elevavot. Question? Pas une question. C'est Aracha, un peu Père Bachem. Que même le rachat. Ça ne suit pas sur ça. Même le rachat. Même le rachat qui est Boter Bachem, précède il se loue. Alors que nous, on n'aime pas rachat, c'est-à-dire que c'est encore plus. Même un rachat qui veut faire une avéra, il veut cambrioler une maison. Pour ça, il est Boter Bachem, Hachem il est. Imaginez. Donc, à plus forte raison, nous, on veut faire le bien. Hachem, il se balade comme ça, les policiers, ils sont en train de le chercher, etc. Il se faufile, il ne le regarde même pas. On va finir avec une petite histoire. Vous allez voir comment utiliser les peurs comme il faut, qui matérialisent bien tout ce qu'on a expliqué. Ouais, on s'arrête. C'est une petite histoire tranquille. Il y avait un soldat. Elle est connue, cette histoire. Je crois peut-être qu'on l'a déjà racontée, mais en tout cas, elle est bien en rapport avec le sujet.
Non, Euh, il y en a rien. la personne qui raconte cette histoire, elle s'appelle Rami Lévy. Comme les supermarchés, mais c'est pas lui. C'est pour ça que j'ai reconnu son nom. Hein, non. Lui, c'est un soldat. Wow. Un soldat. De quoi? Ouais. Lui, c'était un soldat pendant la guerre la deuxième guerre du Liban. Pardon, la première guerre du Liban. Ok, il y a eu la première guerre du Liban. Ouais. Il était 1 an avant, il était soldat au sud du Liban, là-bas. Et Stam, il est rentré d'une garde et il voyait ses amis soldats en train de faire un jeu que tout le monde connaît, qui s'appelle le Ouija. Okay. C'est de jouer d'appeler des Neshamot, des esprits, voilà, Siant en hébreu, okay, ou ça vient dans le verre. Attention, c'est assourd selon la Torah, c'est Chayav Karet. Okay. Les gens ils jouent avec ça, ils ramènent un esprit, ils retournent un verre comme ça avec des lettres et le verre il se déplace. Ça marche. Il lui pose des questions, comment tu t'appelles, et le verre il se déplace sur les lettres comme ça. Okay. Et il les voit comme ça, il dit arrêtez avec vos bêtises, etc. Il n'y croyait pas au début. Et il voyait comment la Neshama qu'ils ont appelée, elle répondait à toutes les questions. Et elle leur disait, dans 1 an, il y aura une guerre qui va éclater, et vous tous, vous allez participer. Maintenant, ils étaient une vingtaine là-bas dans la pièce, et sur les 20, il y en a 12 qui vont mourir. Alors le mâle, il lui pose la question, tu peux nous dire c'est qui va partir? Et là-bas, la Neshama, elle leur cite tous les noms. Et exactement les... Non, lui, il ne croyait pas. Lui c'était le 12e. En plus, sur Rami Lévy. Rami Lévy, c'est la dernière personne qui va mourir là-bas. Sur les 12, il dit arrêtez avec vos blagues, là, c'est bon, c'est vous qui allez déplacer les verres et tout. Il dit mais non, les mecs, ils sont pâles, ils sont pas bien et tout. 1 an après, la guerre, elle éclate. Ils sont tous appelés sur le front. En tant que réservistes, ils arrivent sur le front. Mais attends, 2 secondes. Elle ne pouvait pas inventer ça, même si c'était un coup. Comment tu peux savoir que dans 1 an, il y aura une guerre? Donc, c'est la première guerre du Liban qui éclate, ou la deuxième guerre du Liban, je ne me rappelle plus très bien. En tout cas, la guerre, elle éclate et ils lui disent, ils se retrouvent tous là-bas et lui, il arrive 2 jours après. Entre-temps, il y en a 6 qui sont déjà morts. Donc, 6 des 12 qui sont morts pendant les premières confrontations. Et lui, il commence à avoir peur. Et il dit, attends, 2 secondes. La guerre, elle a éclaté comme prévu. Ok. Et moi, je suis dans la liste, quoi. Il y en a 6 qui sont sur la liste qui sont morts sur les 20. Il n'y en a aucun autre qui est mort. Il commence à... Il kiffe pas trop. Et il voit la suite des événements et tout. Au fond, il essaie de se dire c'est des bêtises, mais au fond, il y pense. Quoi. Et surtout qu'il voit qu'il y a un 7e qui meurt, 8e, 9e, 10e. Il voit que lui et son copain, c'est les 2 derniers. Mais rentrer, tu ne peux pas fuir le front. Au fond, il y croit pas, mais ça prend un peu plus de place, on va dire. Et il se retrouve, opération, sur un village arabe dans le sud du Liban. Et le Mefaked là-bas, il leur dit regardez, l'opération, elle va consister à envoyer 2 éclaireurs dans une cabane. Okay. Et ces 2 éclaireurs-là, ils vont nous dire exactement ce qui se passe. Ils vont faire une diversion. Ils vont ouvrir le feu vers les maisons arabes, là-bas où se trouvent les positions de l'OLP. Et nous, on arrive de l'autre côté. Maintenant, on va tirer au sort, c'est qui ces 2 éclaireurs qui vont faire diversion. Lui et son copain, ils tombent dans le tirage au sort. Donc lui et son copain, ils se regardent. Ils disent apparemment là-bas, on va y passer. Mais au fond, ils disent non, attends, quel rapport? C'est des ch'touillottes. Ils vont, les 2, ils tremblent de peur. Ils avancent là-bas. Alors, c'est une peur qui est justifiée là-dedans. Et ils avancent comme ça, ils rampent là-bas dans les ronces, les machins, etc. Maintenant, ils tombent là-bas sur des Arabes qui connaissent la forêt sur le bout des doigts. Eux, c'est leur maison. Ils sont là, ils habitent sur place, ils ont préparé les terrains, etc. Eux, c'est des soldats, ils ne voient rien du tout. Ils sont complètement perdus dans la nuit, comme ça, noir et tout. Et là-bas, ils se font prendre dans un guet-apens. Il y a des balles qui partent dans tous les sens. Lui, il commence à courir. Et il arrive proche de cette petite cabane où il devait se cacher. Là-bas, avant de rentrer dans la cabane, il se cache. Il attend que les tirs ils se calment, etc. Et il regarde à droite à gauche, son ami n'est plus là. Il envoie un message là-bas à la radio. Qu'est-ce que je fais? Je reste, je rentre, je ne retrouve plus machin, etc. Ils disent continue, c'est trop dangereux maintenant. Si tu rentres, ils vont te repérer. Reste où tu es, l'opération continue. Maintenant, 3 minutes après, à la radio, il dit on vient de retrouver machin. Il a pris une balle dans la tête, il est mort. Maintenant, c'est le dernier sur la liste. Il sait très bien que c'est le prochain à partir. Même le 11e, il vient de mourir. Lui, c'est le 12e. En plus, dans l'ordre.
Lui, c'était le dernier à avoir été cité par la Neshama, par l'esprit. Maintenant, bon, il prend son courage à deux mains, il dit ok, j'ai une mission, je vais aller jusqu'au bout. Plein de courage, il rentre dans la cabane là-bas. Maintenant, en haut de la porte, là, il rentre dans la porte. En haut, il y avait un arabe qui attendait. Guet-apens. Il rentre comme ça, l'arabe, il lui saute dessus, il lui envoie balader sa mitraillette. Et il commence à se battre les deux. Maintenant, l'arabe, il avait un couteau quand il a sauté dessus, il était armé. Avec le couteau, il a rentré le couteau dans l'épaule. Ah, imaginez-vous, avec la descente comme ça, il a raté. Parce qu'il voulait lui mettre dans la tête. Et il a touché l'épaule. Et donc, imaginez-vous, un couteau énorme comme ça, une perte de sang incroyable. L'autre, ils sont en train de se battre, maintenant les deux par terre. Et, comment dire, il est au corps à corps avec l'arabe. Maintenant, l'arabe, il arrive à prendre le dessus sur lui, avec le couteau. Et il va pour lui enfoncer le couteau. Et lui, il met sa main in extremis pour l'empêcher. Maintenant, c'est un bras de fer. L'arabe, il appuie de toutes ses forces. Et lui, il tient de toutes ses forces avec la main de l'arabe. Ils sont les deux comme ça en train d'appuyer avec leurs deux mains. L'un est par terre, l'autre, il est dessus. Et l'un est blessé, l'autre, il est en pleine forme. Qui c'est qui gagne? Bataille, non. Le truc, il essaie de se défendre, mais son épaule lui fait tellement mal que sa main est trop faible. Il n'arrive pas, il voit le couteau lentement se rapprocher de son visage. Encore un petit peu, et Chas Vesham, vous connaissez la suite, pas besoin de raconter plus de détails. Maintenant, il est là, il sait qu'il va mourir, en plus, on l'a prévenu, quoi, entre guillemets. Et d'un coup, son cerveau, il envoie des pensées, des associations de pensées. Et il envoie plein de pensées. Il refait toute sa vie. C'est des fois, le mec, en un instant, il peut refaire des millions de pensées. En un instant, des flashs, plein de flashs en même temps. Son cerveau, il a été créé comme ça, comme on a expliqué. Et il voit une pensée. Quand il était petit, là-bas, la maîtresse, elle a raconté l'histoire de Shimshon. Shimshon, c'est quelqu'un qui a levé les yeux vers le ciel. Il a été attaqué par un lion. Et il a dit à Hachem, donne-moi la force de me battre contre lui. Il a senti une force terrible qui a pris possession de lui. Et le lion, quand il est venu, il a sauté avec ça pour l'attraper, etc. Il a attrapé la mâchoire du lion et il a carrément cassé la mâchoire en deux. Il a tué le lion. Une force surhumaine. Il s'est rappelé de ça. Et dans sa pensée, il dit à Hachem, Hachem, si tu existes, c'est Vadaï qui était loin de tout ça, si tu existes et que tu es capable de me donner des forces, alors donne-moi la force de pouvoir me défendre maintenant et je te promets que je ferai tout pour te connaître. Il raconte comment, d'un coup, il a senti une force prendre possession de lui, mais un Superman, quoi. Il voit comment il prend la main de l'arabe et il la serre de toutes ses forces, il entend craquer les os. Craquer les os là-bas, le couteau, bien sûr, il est tombé. Et il raconte comme ça qu'il a attrapé la tête de l'arabe, il a commencé à serrer de toutes ses forces. Et jusqu'à qu'il a entendu crack, l'arabe, il est mort. Il a lâché, il est tombé. Lui-même, il ne sait pas comment il a eu cette force. Il s'est retrouvé avec une force surhumaine. Nous, on va expliquer sur la psychologie que tout ça, c'est l'adrénaline, que la chaîne, il est capable de donner une force. Quand tu as besoin, il est capable de donner ce qu'il faut. C'est-à-dire que l'adrénaline, ici, il a utilisé comment? Pour le bien. Cette peur ici, ce truc, Hachem lui a donné encore plus qu'il en faut pour pouvoir se défendre. Vous voyez comment ça a marché ici. Vous voyez, quand il a terminé tout ça, il a fait tchouva complètement. Il est rentré dans les yeshiva aujourd'hui. C'est un rave qui raconte son histoire dans toutes les écoles, il fait des conférences comme ça. Il s'appelle le Rav Rami Levi. Allez le voir sur YouTube, vous allez voir son histoire. Il raconte comme ça en détail. Je vais faire rapide. Mais si, regardez comment cette force-là, comment lui, il vient résumer tout ce qu'on a étudié maintenant. Ce qu'on a appris maintenant, on fait un petit récapitulatif. La peur, c'est quelque chose de positif. Si on arrive à changer cette interprétation-là, alors ça devient un ami et pas un ennemi. On peut contrôler, c'est comme un garde du corps. Si on arrive à le rééduquer, comme on a dit, il faut faire des devoirs. Pensée automatique, à nous de faire des pensées logiques. À ce moment-là, de tout remettre en ordre, bien, clair, etc. Et la personne, elle vit sereinement. Ok, il y aura des peurs. Ces peurs-là, utilisées comme il faut. Si c'est un danger, ça vient t'aider. Si c'est des pensées comme ça, des obsessions, etc., ça vient te permettre de pouvoir utiliser quelque chose que Hachem t'a mis un jour dans ton inconscient, qui va pouvoir t'aider, qui va être la clé de ton futur. Hachem, il peut te parler dans ces choses-là, dans ces moments-là. Hachem, c'est là, il lui a mis cette pensée-là pour qu'il réagisse. À nous d'utiliser tout ça, les tovas, de ne pas perdre le contrôle et de pouvoir contrôler ses peurs. Imaginez-vous, si on arrive à bien intérioriser tout ça, on arrive à la Emouna d'Hachem, à la proximité avec Hachem. Et ça, David Ameller, il dit, il n'y a pas mieux au monde. Il n'y a pas plus grand kiff que la proximité avec Hachem. Donc, Yiratson, qu'Hachem puisse nous faire arriver à ce niveau-là. Et la venue du Mashiach, Bekarov, Hachem, Bekarov, Amen, Amen. Merci beaucoup.
y a pas de